Bonjour à tous en Europe, bon après-midi, bonsoir, partout où vous vous trouvez. C'est le cinquième webinaire de l'EUDR, une série de webinaires et on vous remercie. Ce webinaire, nous l'avons transmis aussi ce matin. Et avant de continuer, je voudrais vous parler sur la logistique. Alors, ce webinaire est disponible en français et en espagnol aussi. Si vous voulez entendre la traduction en français, il faudrait cliquer à la langue de votre préférence sur l'icône du globe pour le suivre. Et s'il vous plaît, silencez l'audio original pour que vous puissiez écouter mieux. Qui sommes-nous? Certains nous connaissent, d'autres non, et nous sommes le système de certification le plus confiable et rigoureux au monde. On a sa confiance par les ONG, les consommateurs, les entreprises qui nous ont confiance et qui nous accompagnent dans ce webinaire. Avant de commencer, je voudrais vous raconter un peu sur la logistique. La plupart du webinaire va être enregistré. Nous avons enregistré tous les intervenants jusqu'à la partie où nous avons un collègue allemand puisqu'ils ont une politique institutionnelle d'après laquelle ils ne permettent pas les enregistrements. À ce moment-là, nous allons arrêter l'enregistrement et on va pas enregistrer son intervention et la réponse à ces questions. Il y a non plus la fonction du chat. Alors, allez cliquer sur Q&A ou questions-réponses. Ce matin, tout a marché très bien. Il y a toute une équipe qui répond aux questions par écrit dès que vous les posez. Il y a d'autres que les intervenants préfèrent de répondre à haute voix et celles-ci vont se répondre à mesure que ça avance. Et nous allons nous focaliser sur les intervenants maintenant. De quoi s'agit-il, ce webinaire? Désolé, j'ai passé. Nous allons revenir quelques diapositives en arrière. Alors ici, la dernière que nous avons sur le UDR sont les décisions de la FSC, les décisions de certification et le guide. Nous avons commencé il y a une demi-heure et le dernier sur le UDR, il y a eu euh, une tour de presse à l'Union européenne pour qu'il y ait une rémission, pour qu'on puisse remettre ceci un tout petit peu. Et pour tout ce travail que nous avons fait et que les entreprises ont fait, ce n'est qu'une proposition. Ceci ne signifie pas que la date va être remise. C'est une réponse que la Commission a donnée il y a seulement une demi-heure. Ceci ne signifie pas qu'il y aura des changements, c'est simplement une proposition. Nous voyons l'équipe, nous voyons les perspectives dans ce monde et puis nous passerons à Mauro. Mauro va nous parler sur l'alignement de la certification, une étude publiée il y a quelques mois, et puis nous aurons comment WWF, Team Cloning, comment ceci s'adapte avec notre guide de UDR, puis les solutions. Judith Kerr va nous parler sur cet alignement et puis Lucas de l'autorité allemande va nous parler sur peuvent les entreprises et les institutions se préparer pour la conformité de l'EUDR. Nous avons élargi le webinaire, ce sera 4h15, pas 4 heures. Nous avons 75 minutes de webinaire.
Bonjour, je suis Matteo Mascolo et je suis le leader dans les affaires européennes et la participation. C'est la dernière, comme nous disait Annette, la Commission européenne a fait un tour de presse et je veux partager avec vous ce que nous avons entendu de la Commission européenne qui a présenté la dernière plateforme de EUDR. FSC, dans ses webinaires, et je vais le répéter, est un membre engagé de la plateforme de parties prenantes de l'EUDR. La Commission a renforcé qu'il n'y avait pas de retard et que le UDR avançait. Il vient de présenter la communauté européenne un tour de presse pour qu'il y ait un délai. Le premier point, c'est que le UDR est déjà mis en place, mis en œuvre, remettre son application de l'EUDR, de ses normes, et cette proposition doit être le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne doivent être en accord parce que c'est une loi européenne et ils doivent être en accord. C'est donc une opportunité pour souligner que, pardon, travaillons ensemble pour avoir une solution. Sur la date limite qui, jusqu'à maintenant, continue à être le 31 décembre 2024. Nous avons donc 89 jours avant cette date. Et donc, même si la date change, le message principal ne change pas. Le UDR est en vigueur et ceci aurait à voir avec la mise en œuvre. Pour qu'une loi, c'est une réalité, c'est sa mise en œuvre sur le champ et tous ceux qui jouent un rôle dans cet aspect. Et comment vous sentez-vous? Il y a de l'information qui vous manque. Y a-t-il un document que vous voudriez recevoir? Dites-nous ce que vous sentez. Restez avec nous jusqu'à la fin du webinaire. Nous aimerions vous poser une question à la fin. C'est pour une enquête. Alors accompagnez-vous nous jusqu'à la fin de 7h15. Alors, nous focalisons sur la mise en œuvre. L'Union européenne a déjà publié toute une série d'outils. La date qui est lancée, nous avons l'auditoire pour la déforestation et dégradation et l'initiative européenne pour l'équipe. Ceci a à voir avec la construction de capacités, la formation de l'EUDR et son impact dans les pays membres. Il y a aussi des outils qui ont été mis en place qui avancent et il faut les complémenter. Et par exemple, les questions fréquentes, il y a une nouvelle version, nous nous attendons à de nouveaux matériaux de communication, la diligence raisonnable, ainsi que les autorités compétentes de UDR. On attend encore la nomination à cet aspect. Il y aura aussi des outils qui vont être mis en œuvre qu'on a mentionnés mais qui ne sont pas en place encore. Et c'est par exemple le document de guide, le benchmarking ou comparaison de pays qui serait terminé à la fin de l'année et bien entendu la révision de l'EUDR. Je vais couvrir certains des outils, pas toutes celles qui apparaissent dans cette diapositive, mais bien entendu, vous pouvez formuler des questions sur ce sujet aussi et nous essaierons de répondre le plus vite possible. Le premier point que je vais présenter, c'est le registre de diligence raisonnable. À droite, vous avez la feuille de route, le chronogramme. Et qu'est-ce que c'est que ce registre? C'est un outil en ligne
que vous pouvez retirer. Et ce que ceci veut dire, c'est que la diligence raisonnable a été menée tout le long de ce processus. Le 25 novembre a commencé le pilote de test ou d'épreuve. Le système va commencer novembre 2024 et le registre va être ouvert pour décembre 2024. Nous aurons aussi des vidéos de formation disponibles sur le site web de la Commission européenne et là, nous pourrons voir comment va fonctionner le registre de la diligence raisonnable. Nous avons reçu des actualisations de la Commission européenne car il y a tout un alignement de limites qui ont à voir avec la diligence raisonnable. Il y a un maximum par diligence raisonnable 2000 de registres. Ceci fonctionne pour les acteurs et le nombre maximum de références est de 2000. Le nombre maximum de commodities ou de produits est de 100 produits. Le nombre maximum de registres par commodité est 500. Le nombre maximum de lieux de production est 1000 et nous avons une limite qui a à voir avec la taille de l'archive ou du dossier. Ce format doit avoir un poids maximum de 25 mégabytes pour la géolocalisation. Pour une des conditions principales pour le EUDR et pour localiser l'origine des matériaux. Et ceci est possible soit pour marquer les zones sur les cartes ou par les coordonnées exactes de façon individuelle ou en groupe pour faciliter cette référence et on a donc permis les coordonnées qui peuvent être envoyées avec un dossier ou un fichier qui donne les coordonnées standards de GeoJSON. On a donné l'opportunité de faire des tests sur l'envoi des fichiers GeoJSON. On peut le placer sur le chat, mais il y a l'opportunité d'envoyer en tout cas 3 pour que la commission puisse les analyser et donner son retour sur ce fichier. Il y a déjà des retours sur les erreurs communes qui se produisent. Par exemple, on a envoyé un PDF et celui-ci ne peut pas processer les PDF et cette plateforme ne peut gérer que des archives GeoJSON. Et aussi, ce n'était pas une carte et il y avait des fichiers qui étaient plus lourds que 25 mégabytes. En termes de matériaux de communication, nous avons déjà un certain nombre de matériaux de communication qui ont été fournis par la Commission européenne, comme vous voyez sur la partie droite. Quelque chose dans le principal et le nouveau. On vous encourage à vous enregistrer au bulletin. On vient de placer sur le chat ce lien et on vous encourage à recevoir la version du bulletin de la UDR. On essaie de développer un document de 11 chapitres. C'est un document guide qui va parler sur les différents schémas de la réglementation, les définitions, la légalité et autres. Cette commission travaille aussi avec une nouvelle
euh, section de questions fréquentes et il est supposé de fournir au plus possible 40 nouvelles questions fréquentes et il travaille aussi sur les questions fréquentes par les parties prenantes. Ceci pour répondre à la EUDR. Les matériaux pour éclairer les règles spécifiques. Et la Commission travaille aussi pour illustrer des modèles. Et la Commission nous a dit qu'il serait impossible de capturer toutes les complexités et les différences de toutes les chaînes d'approvisionnement. Et ceci va servir seulement comme exemple, juste pour l'apprentissage et pour utiliser cet apprentissage pour le développement de l'EUDR. Je suis presque à la fin de la participation et je veux souligner une fois encore que c'est une loi européenne, mais son impact va être global. C'est pour ça que l'Union européenne et les États membres ont lancé la TEI. C'est une TEI, c'est pour donner le pouvoir aux pays membres avant l'application de l'EUDR et avoir les fonds disponibles plus ou moins, je crois qu'à 81 millions de dollars à peu près dans les pays qui ont donné des fonds. Il y a la Hollande, la France et l'Allemagne. Il y a plusieurs pays dans cette équipe européenne. TEI est une stratégie intégrale car elle inclut différentes lignes de travail. Nous avons le Centre pour la chaîne d'approvisionnement et livre de déforestation. On a aussi le programme SAFE pour les capacités et les projets avec des pays partenaires focalisés sur les petits titulaires et aussi le Technical Facility qui a à voir avec la dissémination de connaissances sur les thèmes techniques, par exemple la géolocalisation. Ma dernière diapositive, c'est sur la dernière commission, la plateforme de la EUDR et l'incentive pour éclairer les schémas particuliers qui sont alignés avec les conditions de l'EUDR. Et c'est un outil d'appui pour répondre et pour aider aux entreprises d'être en conformité avec l'EUDR. Ce que nous voyons, c'est FSC aligné avec l'EUDR. Mon collègue qui va suivre va nous expliquer ceci un peu plus en détail. Être certifié, ce ne veut pas dire que l'entreprise doit suivre la diligence raisonnable pour être en combinaison et en conformité avec ça. Et surtout pour être conforme. Merci beaucoup. Merci, Matteo. On voit comment les possibilités, comment les schémas peuvent être utilisés de la part de commercialisation. Alors, comment faire que ce schéma soit croyable? Nous avons Mauro qui va nous aider. Alors, s'il te plaît, présente-toi et dites-nous sur l'étude qui a été faite sur ce sujet. Bonjour, Anan, et bonjour à tous. Et je suis professeur associé de l'Université de Padova en Italie et je veux partager avec vous les conclusions clés avec d'autres collègues à l'université. Et que pour évaluer les standards, les UVSS qui vous aident à être en conformité avec les conditions de l'EUDR. Nous avons développé une recherche que vous pouvez trouver indexée. Elle est en ligne, elle est publiée dans un document. Le 3 mai, nous avons toutes les publié cette date et vous trouverez dans cet endroit ce que nous avons fait à l'Université de Padova. C'est une évaluation pour identifier jusqu'à quel point les standards volontaires UVSS
certifie ou aide aux produits qui soient libres de déforestation. Et pour ceci faire, en réalité, il faut développer notre étude qui a été focalisée sur 5 standards volontaires de durabilité. Et nous avons géré ceux qui appartiennent à ICIL, une famille de 2 standards qui sont membres de ICIL et qui, dans la portée, nous voyons spécifiquement des produits qui sont dans la portée de l'UDR. Sont des produits et des commodities qui seraient spécifiquement en règle avec le UDR. On a 5, le Fair Trade pour le café et le chocolat, FSC pour produits ligneux, Rainforest Alliance pour le café et le coco, Roundtable and Responsible Soy Association pour le soja et Roundtable and Sustainable Palm Oil, c'est pour l'huile de palme. Ces standards, nous avons développé un cadre d'évaluation construit sur les conditions EUDR et qui vient de la relation et nous avons fait une étude de table avec des documents sur les 5 VSS, les standards VSS. Et voici le cadre que nous avons développé. Ce cadre est développé sur 3 principes principaux. Le premier, c'est sur les demandes qui demandent que les produits et les commodities soient libres de déforestation et qu'ils soient en accord avec la législation appropriée. Le principe B, c'est sur la traçabilité. Troisième, sur le schéma de structure, assurance du système et la transparence. Et sous chaque principe, nous trouvons et nous avons analysé différents critères pour chacun des standards ou des normalisations. Alors, un total de 24 indicateurs. Alors, pour mieux comprendre, nous avons ici un exemple du principe A et surtout pour un critère qui serait pour les produits et commodités libres de déforestation. L'indicateur serait donc que l'UVSS présente une représentation claire. Après, nous avons les vérificateurs et les guides qui placent une date limite pour le UDR. Nous, sur la base des résultats, nous n'avons pas eu assez de temps, mais je voudrais commenter que pour cette table que vous voyez avec des généralités sur la conformité totale, partielle, non-conformité ou s'il n'applique pas sur chacun des 5 standards volontaires de VSS. Nous voyons que FSC est celui qui est le mieux placé dans ce sens-ci, car il n'y a aucune zone en rouge et couvre la plupart et presque 60% de l'ensemble total de conditions dans la partie verte et avec la conformité. Si nous voyons plus en détail cette conformité, c'est-à-dire si nous considérons chaque indicateur, nous pouvons faire une analyse une par une. Si nous voyons le principe A, c'est-à-dire de garantir que les produits sont libres de déforestation, il y a une conformité presque totale pour la protection des forêts et éviter, bien entendu, la conversion et la toucher de zones de haute valeur de conservation. Il y a des exceptions lorsque la conversion signifie une des parties de cette partie forestière ou cherche à produire de la conservation à long terme. Et lorsqu'il n'y a pas de dommages ou des menaces de ABC ou des endroits qui devraient les produire. En ce qui concerne le deuxième principe, qui est la traçabilité, vous voyez comment FSC est celui qui a le meilleur performance.
Dans cette perspective, un aspect clé à avoir avec les produits mélangés, c'est-à-dire qu'ils ont une partie certifiée et une partie qui ne l'est pas. Et on a une évidence robuste, une garantie robuste de l'origine de la partie non certifiée et les systèmes COC qui sont utilisés par une balance de masse. Et le troisième principe qui a à voir avec la transparence, reddition de compte et un aspect qui serait important dans ce cas-là serait le résumé public, les rapports d'audit à FSC et des résultats assez bons, mais pour ACM, mais pas pour le ACOC. Et c'est quelque chose que que le FSC est en train de voir comment il peut résoudre. Alors, la conclusion de la recherche, je veux dire que les VSS ou standards volontaires n'ont pas été conçus pour répondre à la UDR. C'était un autre l'objectif. Il faut tenir ceci en compte. On ne pensait pas à la UDR une fois qu'ils ont été conçus. Et les 5 systèmes que nous avons analysés n'étaient pas en conformité avec le UDR. On a souligné qu'il y a différents profits et avec la FSC, on voit qu'il y a une meilleure couverture pour parvenir à la portée de l'EUDR. Nous avons aussi la UTR qui a été établie au passé. Je voudrais aussi souligner que notre étude a été publiée en mai cette année. Ça fait à peu près 5 mois. Donc, pendant tout ce temps, il y a eu des mesures et des actions additionnelles de la part de FSC et des autres schémas et on n'a pas les détails. On a le cadre d'évaluation entre ce webinaire, mais c'est justement pour souligner que les brèches commence à se refermer et elle continue à le faire. Et le dernier mois, je voudrais ajouter que le standard, la FSC et le standard volontaire VSS aident à répondre à la conformité avec la UEUDR. C'est le dernier message en ajoutant que le facteur que je vous aide à voir le projet, à le visiter. Et c'est pour les académiciens et les non-académiciens qui auront une formation à cet aspect. Je serai ici si jamais il y a des questions ou des commentaires. Merci beaucoup. Merci, merci Mauro pour cette présentation très claire. Nous voyons déjà quelques questions. Si tu peux peut-être les réviser, puis répondre au fur et à mesure par écrit. On a déjà répondu près de 30 questions qui ont été répondues. Il y a encore à peu près 37 qu'on continue à répondre. Tout ceci est en relation avec la conformité avec le UDR. Nous voulons avancer avec Lisa maintenant. Elle travaille pour WWF et elle a travaillé ce thème-ci et c'est une guide pour les entreprises. Et comment elle se propose de faire cette certification. Allez-y, Lisa. Merci, Anan. Je suis Lisa King, chargée de lidérer de la chaîne d'approvisionnement pour les forêts à la WWF. Avant de commencer avec le guide, ceux qui ne connaissent pas la WWF, c'est une organisation globale qui travaille dans plus de 100 pays et qui veut arrêter la dégradation des écosystèmes. Et c'est le plus important pour la discussion d'aujourd'hui et ce travail sur ressources naturelles renouvelables et durables. WWF est un travail de participation. Nous avons 3 zones d'action où nous enseignons les entreprises et on les appuie pour qu'elles parviennent à ces objectifs
et aux interventions dans les paysages forestiers. Nous avons développé le guide, mais avant d'entrer en détail, je voulais donner un pas en arrière. Pourquoi WWF travaille avec les entreprises? Nous avons travaillé avec le FEC, nous sommes un des membres fondateurs pour établir les normes de meilleure performance et aller au-delà sur la partie légale. Nous avons beaucoup travaillé sur le plaidoyer, sur essayer de changer la partie la forme de travailler. Et le UDR est en train de changer un paradigme de comment nous suivons la transparence et la traçabilité. Ceci serait peut-être un pas en arrière pour travailler avec les entreprises, car l'urgence est aujourd'hui. Si nous parlons de déforestation, nous avons réalisé le guide pour voir la façon pratique de mettre en œuvre la loi et de placer les différentes pratiques. Alors, qu'est-ce que la guide? Le guide, nous avons le pas à pas et qui a à voir avec le guide de leadership. Nous avons le document de préparation pour que les entreprises, pour voir où elles se trouvent dans ce chemin de conformité. Nous avons des modèles sur les procédures de diligence raisonnable. Chacune a son propre système. Elles doivent s'adapter à cela et il faut penser à comment ceci pourrait être fait. Et on a des annexes spécifiques par commodity. Nous avons un pour le caoutchouc, le bois, cacao, café. Et ceux-ci sont plus en détail dans les spécificités de chacun, de celui qui applique pour chacun de ces commodities. En revenant sur ce point, ce que nous essayons de faire, c'est de fractionner la conformité de l'EUDR dans différents pas. Le premier est de connaître la chaîne d'approvisionnement, faire participer les producteurs. Là, nous donnons des diagrammes, nous présentons aussi des tables, des tableaux pour comprendre la base. Il y a beaucoup de questions de la part des entreprises pour essayer de comprendre ce qu'elles doivent faire, quel est mon rôle à la EUDR, et c'est ce que ceci essaye de répondre à ces questions. Dans le pas numéro 2, nous revenons un pas en arrière sur l'appui de la gestion senior et aussi pour les politiques adéquates et le travail qui a été fait dans l'initiative du cadre, aussi comment se voit la politique pour la déforestation et pour les chaînes euh, d'approvisionnement. Le troisième point est l'idée de comment peut être fait la collecte de données, tous les autres procédures qui doivent être conçues comme un plan de due diligence ou diligence raisonnable. Il faut faire des audits internes, la publication de ces données, etc. Ce sont des idées pratiques de comment peuvent être abordées ces procédures. Le dernier pas à voir avec la mise en œuvre de la diligence raisonnable et la Commission européenne a des guides, a des différents documents. La Commission européenne, c'est l'endroit où nous pouvons recevoir la plupart d'informations spécialisées. Comme je vous disais avant, une partie clé que nous avons voulu inclure dans cette guide sont les pratiques de leadership. Et cette annexe qui nous dit comment le UDR coïncide avec une perspective de déforestation et d'autres points en relation, par exemple, euh, les entreprises qui participent au plaidoyer, au changement, à la gestion de données, des écosystèmes et tout ceci, et que les entreprises prennent ce
rôle de leadership et avec la conversion zéro. Ce système de traçabilité, nous avons ce pas additionnel pour les écosystèmes naturels. Nous avons aussi les nouvelles technologies qui nous font des nouvelles tests scientifiques, surtout pour le bois, où on peut identifier les origines qui pourraient être dans des évaluations de risque d'atténuation, ainsi que les chaînes d'approvisionnement numériques. Nous avons des approches qu'on appelle de la première mille. Ce sont des technologies qui nous permettent de voir comment on peut inclure les petits producteurs dans la chaîne d'approvisionnement. Dans ces chaînes, les petits producteurs sont une grande partie et l'idée serait de simplifier tout ce qui a à voir avec le UDR et comment les entreprises sont en train d'utiliser ceci pour voir comment les parties prenantes peuvent être engagées et aussi les bénéfices partagés. On a fait des travaux avec les bénéfices des petits producteurs, les encouragements pour qu'ils puissent participer davantage avec la gérance et autres. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites par les directions, les gérants et c'est quelque chose de très important. Et puis aussi, on peut voir que le FSC a fait beaucoup de travail pour que les titulaires de certification puissent avoir aussi un accès à la conformité avec le UDR. Ils ont fait des choses très similaires et je pense qu'ici, ceci pourrait aller au-delà de la légalité. Nous voyons que la loi avance et nous ne voulons pas que la certification soit seulement volontaire, mais que ceci nous donne de la transparence et de la traçabilité. On voulait toucher à ces deux points. Et par exemple, que les entreprises puissent avoir des objectifs basés sur la science, avec des bases scientifiques et aussi nous avons l'investissement dans des solutions basées sur la nature. Alors, en parlant des outils de la première mille, c'est comment nous pouvons connecter avec les outils tels que FSC Trace et je présente jusqu'ici. Merci, Lisa. En voyant les questions, je pense qu'il y a quelques-unes que tu pourrais nous aider à répondre. On va très bien dans les questions. On a répondu déjà 48 et nous continuons à les recevoir et à les répondre. On va prendre quelques questions à haute voix à la fin. Nous reviendrons sur ce point-là. Merci Lisa pour cette présentation sur le guide et comment elle est produite et sur les aspects que tu penses que la certification peut avancer. Et nous croyons qu'en tout cas que tout ceci sera là sur ce point. Je vais passer la parole à Judith qui va nous parler un peu sur le UDR, sur la partie complète pour continuer à Thank avancer. you, Anna. Merci Judith, la bienvenue Welcome everyone. I'm Judith. et I'm je part of the fais Performance partie Incentives Unit de at FSC Fashion. l'unité qui a à voir The avec FSC les aligned for UDR was conditions built to de help chaque other pays. stakeholders and Comme vous savez, organizations le in FSC meeting the aide aux UDR titulaires de obligations. It can certification help at à être three essential conformes avec le levels. UDR et ceci consiste dans The trois FSC éléments certification particuliers. La is the core of certification the solution that we are RSC offering. est au centre de ce FSC que nous aligned demandons et la certification is certification an est alignée add-on standard est covering un specific ajout qui UDR regulatory répond aux expectations. conditions spécifiques que demande An le FSC UDR. aligned Et reporting finalement, les is a rapports technology du add-on that FSC will va allow permettre aux titulaires de stakeholders to certification de gather and collecter report des data données et towards des informations. conformance with the Ces regulations. trois éléments ensemble Together, these three donnent la elements solution form the holistic holistique que solution by FSC a FSA, pour which aider helps aux organizations to organisations meet à être the conformes respective UDR avec obligations. le UDR.
Donc, le module réglementaire de FSC est un outil très bon pour collecter les conditions de l'EUDR. Cette EUDR est une réglementation assez complexe qui a 323 clauses et beaucoup des conditions de l'EUDR sont couvertes par la certification de FSC. Les experts de FSC ont traduit les clauses additionnelles de ce module qui devrait être euh, suivi pour être en conformité avec le UDR. Ceci va les aider à naviguer dans la complexité de l'UDR et à répondre à toutes les conditions de l'EUDR dans un format familier et tout ce que vous avez déjà rempli dans les normes du FSC. Les normes de l'EUDR ont beaucoup à voir avec les réglementations de risque, les évaluations de risque. Et ils ont eu un système robuste pour avoir des évaluations de risque. Et ces évaluations étaient faites surtout par les titulaires de bois contrôlés. Mais ceci a changé avec le UDR qui sera en vigueur. Maintenant, les opérateurs doivent faire l'évaluation de risque et ce que fait FSC, c'est de leur offrir aux titulaires de certification l'évaluation de risque dans leur chaîne d'approvisionnement. Au centre, nous avons le cadre d'évaluation de risque de FSC. Celui-ci est un ensemble de conditions de comment développer une évaluation de risque. Ce que ceci signifie, c'est comment collecter, évaluer les indicateurs et les seuils de risque et leur désigner s'ils sont éligibles, négligeables, non négligeables, peu négligeables, etc. Et ceci ne signifie que la mitigation du risque est obligatoire. Le cadre nous montre principalement comment ceci doit être fait, ceci à travers les modèles d'évaluation de risque. Ceci est pluriel car ceci signifie que les modèles simples ou plus compliqués sont la base pour le même cadre. Le modèle peut être utilisé par les titulaires de certification individuelle et aussi ceux qui utilisent un cadre pour développer l'évaluation de risque dans les pays ou à niveau régional. Ces types d'évaluation de risque sont appuyés par des individus qui pourraient inclure FSC, Risk Hub et aussi la plateforme d'évaluation de risque. Ces outils ne sont pas encore complets ou finalisés, mais on va les partager avec vous une fois ils seront terminés. En ce moment, nous travaillons aussi en ce qui concerne le rapport aligné avec FSC. Nous sommes en train de travailler avec FSC Trace, qui est la pierre angulaire des rapports alignés de FSC pour EUDR. Ils peuvent produire des déclarations de diligence raisonnables de façon opportune. Une fois ils seront connectés avec leurs fournisseurs certifiés, avec la chaîne d'approvisionnement, et ils vont de façon automatique collecter les données et ces caractéristiques vont être lancées à la fin de l'année. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir une interopérabilité avec les entreprises de comment les systèmes et la plateforme de rapport de EUDR, nous pourrons avoir plus de mise à jour de la part de FSC. Maintenant, je passe la parole à Anan. Merci, Edith. Merci pour cette mise à jour et pour nous raconter ce que nous allons faire sur l'évaluation de risque de façon spécifique. Si nous pouvons voir certaines des questions qui ont été posées et que nous pouvons répondre,
Très bien. Retournons aux questions. Matteo, peut-être tu pourrais complimenter ce que Lucas a dit sur l'étiquetage. Oui, merci. Je suis d'accord avec la réponse de Lucas. Et ceci est pour éclairer dans les questions fréquentes si c'est dans la portée de EUDR, juste pour l'emballage. C'est un paquet, mais ne s'utilise pas pour contenir d'autres produits. Et ceci sera à la portée de l'EUDR. Nous allons aussi réviser les questions fréquentes, mais je crois que c'est la dernière chose qu'on a dit, et c'est que l'emballage est dans la portée de l'EUDR. En tant que panel, il est difficile de répondre à toutes les questions. Est-ce qu'il y a les membres du panel et les intervenants, est-ce qu'ils voudraient répondre à quelque chose à haute voix? Est-ce que vous pouvez choisir une ou deux que vous voudriez répondre dans ces questions et réponses? On ne peut pas répondre dans l'ordre que nous les avons reçus, mais au fur et à mesure qu'elle passe, j'ai une question très directe. Je vais répondre celle-ci et puis je vais donner la possibilité aux autres intervenants de répondre à d'autres questions. Je vais paraphraser parce que je ne la retrouve pas sur le chat. Cette personne demandait pourquoi FSC ne peut pas avoir une solution intégrale qui couvre tout. Et je pense que ceci a besoin de mettre quelque chose au clair sur cette question. Je pense que la solution de la FSC est intégrale. Udit l'a présentée, moi aussi une partie. La solution est intégrale dans le sens qui commence avec une base très forte qui est la certification de FSC. À part ça, nous avons le module qui traduit la participation les entreprises pourront être alignées avec la conformité avec le UDR. Nous avons l'évaluation de risque, c'est l'évaluation et la mitigation des risques plus la composante qui va être là incluse. Nous renforçons ce message, nous croyons à la solution, nous croyons vraiment que la FSC peut appuyer cette mise en œuvre de l'EUDR, même si ceci ne signifie pas que ceux qui utilisent la FSC sera pas automatiquement accepté par le UDR. Notre collègue allemand nous a dit que c'est la responsabilité de l'entreprise être conforme à l'EUDR. En même temps, la FSC, avec sa solution intégrale, peut aider avec cette conformité. Et ceci va sans doute aider beaucoup à trouver des solutions à l'avenir. Très bien, merci. Audit, est-ce qu'il y a des questions sur évaluation de risque, comment celles-ci peuvent être appliquées ou si seulement elles peuvent être appliquées au matériel certifié de FSC ou au matériel non certifié de FSC qui finit par être un produit à mélanger ou s'il y a un coût pour l'évaluation de risque? Est-ce que tu pourrais nous donner un peu de lumière là-dessus? Et pour ce qui serait avec ce thème-là. FSC a eu un registre de développement d'évaluation de risque pour comparer les besoins sur les indicateurs définis dans le cadre d'évaluation de risque. À présent, nous sommes en train de réviser les évaluations de risque existantes dans les pays et nous ajoutons d'autres pays
On est à peu près 90 que nous avons évalués de la part du FSC contre les indicateurs. Ceci est quelque chose que nous sommes en train de faire. Nous pouvons réaliser ces avances sur les évaluations de risque. Et comment celles-ci vont être utilisées? Ce sera de la même façon qu'elles sont utilisées dans le système par sourcing, qui est le nom donné aux matériaux certifiés dans la chaîne d'approvisionnement. L'importance de l'évaluation de risque a même augmenté et ces évaluations de risque vont être utilisées pour les matériaux qui ont la source dans des parties certifiées, qui sera le modèle simplifié d'évaluation de risque. Donc, la plupart des efforts est minimisé lorsque ce modèle est simplifié est utilisé pour l'évaluation de risque. Et cette évaluation de risque de FSC pour les pays et les régions qui sera disponible dans le hub de risque de FSC. La première partie sera disponible à travers dans le deuxième trimestre de 2025 pour à peu près 90 pays. J'ai aussi une question qui a à voir Nielsen, qui a à voir avec Nielsen et comment ceci sera géré avec les différentes définitions dans les pays pour la dégradation. Comment nous allons gérer ceci, les différentes définitions? Est-ce que tu pourrais répéter ça? Comment la FSC va gérer les différentes définitions des différents pays dans la dégradation des forêts? Comment les pays doivent faire face à ça? Et quelle sera la conversion? Et ceci a été ratifié dans la dernière assemblée du FSC. Dans ce qui avait à voir avec la dégradation et qui faisait partie des politiques. Cette définition de dégradation est alignée avec la définition de la UDR et il y a l'interprétation qui a été disponible comme partie du module régulatoire pour garantir que celle-ci est complète en ce qui concerne la définition. Ceci a à voir avec la politique définie ou adaptée localement pour les définitions globales. Sur les SME, c'est les PIM, les petites et moyennes entreprises, les PME. Quand est-ce qu'elles sont sous la portée? Quand est-ce que ne le sont pas? Car WWF travaille avec des petites certifications. Et si vous pouvez nous raconter un peu à propos des PME et comment elles peuvent être comparées avec les grandes entreprises en ce qui concerne le UDR, qui a la responsabilité? Une réponse simple pour ce thème-là dépend des cas individuels. Il y a des situations où les PME peuvent faire confiance à la déclaration de diligence raisonnable qui a été faite. Il y a des cas qui dépendent de la certification sur les opérateurs plus grands, plus loin dans la chaîne d'approvisionnement. C'est donc difficile de donner une seule réponse à cette question, mais c'est quelque chose que nous avons voulu aborder dans le guide et nous espérons que ce guide aura différents scénarios. Et j'encourage toutes les personnes à regarder ces documents puisqu'il y a différentes situations qui s'appliquent à chacun d'entre eux. Matteo, tu as levé la main. Est-ce que tu as une question? Non, je voulais tout simplement ajouter à ce
qu'on disait, la diapositive suivante, pour vous montrer l'enquête à ceux qui devraient partir. Et c'est tout simplement pour éclairer la définition de EUDR est une nouvelle loi et elle est applicable donc dans tous les États de l'Union européenne. Il y aura donc un concept de dégradation et nous savons que cette définition, il se peut que pas tout le monde l'accepte et ça a été spécifié dans le document. Ils vont spécifier la définition. C'est quelque chose que nous nous attendons et nous espérons cette définition que nous les verrons avec les implications que ceci pourrait avoir. Alors, nous sommes parvenus à passer par la plupart des questions et si nous n'avons pas répondu encore aux questions, il se peut qu'il y ait une autre qui soit assez proche. Ce que nous voulons faire, c'est de vous rappeler et de voir les SFAQ et ceci va vous donner une meilleure compréhension de ce qui va se passer avec les questions fréquentes et comment les FSAQ sont comparables entre elles. Mauro, est-ce que tu veux commenter quelque chose? Est-ce que tu veux toucher un point sur les questions qui ont été posées sur le Q&A? Oui, peut-être quelques questions. Il il y a une qui était assez intéressante pour la transparence. Quelqu'un m'a demandé quelle était ma position comme chef de FSC, que 7 mois auparavant de la publication du rapport, je n'ai plus travaillé pour le FSC, alors il n'y aurait pas de conflit d'intérêt et il y a la transparence. Alors, c'est pas toi qui as fait l'évaluation, c'est quelqu'un d'autre. Ah oui, on comprend très bien maintenant. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez identifiées et que vous voudriez mettre au clair? Et ceci me donne donc la possibilité de terminer le webinaire. Je remercie le panel. Comme vous voyez, c'est un peu différent. Il y a différents thèmes et il y a plusieurs questions qui continuent à arriver et je veux renforcer ce point-ci. Si vous voulez davantage de l'information sur le FSC veut appuyer le UDR sur le site web, le pas à pas et vous pouvez scanner ce code QR et vous pourrez parvenir à cette enquête qui, si vous considérez que ce webinaire a été utile et comment pourrons-nous utiliser le retour que vous nous donniez. Votre feedback est toujours important et on remercie à Matteo, Mauro, Lisa et Lucas et Terdis ainsi que les intervenants externes. Merci à toute notre équipe derrière la scène qui a répondu des questions le plus possible. Et nous voulons donc vous rappeler qu'il y a une proposition sur la table qui vient de la Commission dans cette ronde de presse, tour de presse pour pour remettre la publication de l'EUDR. Ceci ne veut pas dire qu'elle est en vigueur et qu'elle a été pour presque 15 mois, mais son applicabilité de cette loi pourrait changer au futur. Nous ne connaissons pas les détails. Nous l'avons reçu 30 minutes avant le début de cette
de ce webinaire et il y a dans les questions fréquentes de FSC va publier ceci et le mieux c'est de s'attendre à recevoir les réponses directement des entités concernées. Thank you very much.